Je propose qu'on commence tout de suite avec le bilan cinéma de l'année 2018. Allez, vas-y! Mais qu'est-ce que t'attends? Je saute du haut d'un immeuble! Ah, pardon, bonne chance! Alors, 2018 au cinéma, la fatigue des super-héros n'a pas eu lieu. Voilà, j'ai envie de dire, beaucoup de films de super-héros cette année, Infinity War, Black Panther, Spider-Verse, Aquaman, Batman Ninja, Ant-Man 2, Indestructible 2. Quel est votre avis sur finalement ce regain inespéré des super-héros au cinéma, Jonathan, peut-être pour commencer? Un regain, je sais pas, ce qui est sûr c'est que non seulement sur le nombre, mais sur la qualité, la quantité et le succès de à chaque fois de ces films, on n'a pas encore atteint le plafond de verre, on n'a pas encore atteint le moment où effectivement il y aura une fatigue, parce que là on en mange en plus en animation, en jeux vidéo, en tout, là il y a encore un gros marché, et pour Marvel et pour DC. Ouais, c'est plutôt DC Comics qui fatigue en fait. Qui nous fatigue. Ouais. Aquaman, c'est. T'avais vu, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. On en parlait il y a 2 minutes. Ah d'accord, ok, très bien. Parce que moi j'ai surkiffé, mais dans le sens que pour moi c'est un gros nanar. 60 millions, je pense que justement DC, ils vont continuer dans cette voie de plus se prendre au sérieux, de savoir que Balek, on sait qu'on fait de la merde, donc autant aller à fond. C'est-à-dire que dans Aquaman, vous avez. Comment il s'appelle le méchant dans le premier Spider-Man? Oui, William Dafoe. William Dafoe, il chevauche un hippocampe géant. Le méchant, il a un masque en métal qui fronce les sourcils. Ils font une battle qui détruit la moitié de la mer. Ça n'éveille personne sur Terre. Enfin, c'est génial. Pour moi, c'est génial. Ça va à fond dans le kitsch des 60, quoi. Ouais, et puis même, t'as l'origin story de Jason Momoa, mais quand tu vois un petit haïtien qui va devenir Jason Momoa, c'est impossible à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta life pour devenir Jason Momoa visuellement? C'est génial. Franchement, c'est génial. Et alors, quand même, $1 milliard et plein de milliards de recettes, j'ai pas eu le temps de checker les chiffres pour Infinity War. C'est quand même le MCU qui repart de plus belle, du coup, malgré les atermoiements de DC qui essayent de se sauver, j'ai envie de dire, mais qui peinent un petit peu. Mais je suis pas complètement sûr, moi. Je pense qu'il faut attendre déjà Infinity War 2. Il faut voir en fait ça va donner après. C'est-à-dire que là on est sur un truc conclusif. Tout le monde attend ça parce que ça fait maintenant 10 ans qu'ils sont en train de teaser Thanos. Ils le teasent depuis 2012 qu'il y a Thanos qui va arriver. Et le film, bon, il a des qualités, il a des défauts. On voit ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, mais globalement il marche parce qu'il y a 40 super-héros, donc tout le monde va y trouver son compte et qu'il y a un côté conclusif quand même, tu vois. Dis-toi. Ah bah moi ça va aller très vite, j'en ai vu 0 des films. Toi il a les lèvres bleues, je vais pas le prendre au sérieux. Moi, c'est normal, c'est parce que je fais une petite crise d'asphyxie, tu vois, je me sens pas très bien. Très bien. Après il y a eu Black Panther aussi qui a introduit un nouveau super-héros. Celui-là aussi je l'ai pas vu, tiens. Mais le film aussitôt vu, aussitôt oublié, le seul intérêt c'est qu'il introduisait le décor et le cadre pour Infinity War. Mais après... c'est vrai. Après, il a eu un succès parce que niveau communauté, c'était intéressant ce qu'il amenait. C'est quand même un film de super-héros quasiment. Il n'y a qu'un acteur blanc dans les personnages secondaires. Et sinon, c'est que les acteurs afro-américains. Et ils défendaient des choses assez intéressantes. C'est un grand pas en avant pour l'industrie, évidemment, de l'entertainment américain. Oui, et toi Seb, quel est ton ressenti sur l'entertainment américain de 2018? Du coup, vu que tu prends la parole. Bah écoute, ça va aller très vite. Hein, non, en vérité. Tu l'as pas vu? Si, j'en ai vu une petite partie, mais c'est vraiment pas ma came, quoi. Plus j'avance, moins ces films m'intéressent. Moi je les trouve cinématographiquement intéressants. Pour moi c'est vraiment c'est de la redite constante visuellement. Pour moi c'est à part le seul qui m'avait un peu impressionné, mais ça c'était Doctor Strange que j'avais trouvé intéressant. Voilà, il y avait quelques idées intéressantes pour moi, sinon c'est tous les mêmes films. Après ils sont pas mauvais, mais c'est tous les mêmes. William Dafoe sur un hippocampe, si t'en trouves un autre. Oui, voilà, moi je suis preneur. Honnêtement je veux bien voir. Hein. Visuellement ils peuvent se ressembler, sauf quand c'est des films d'animation où là ils se sentent capables d'aller un peu plus loin. Il y a eu Batman Ninja, il y a eu Into the Spider-Verse, il y a eu Indestructible 2, voilà, où là on sent qu'il peut se faire un peu plus plaisir. Quand ils sont dans les films live, que ce soit Marvel ou DC, au niveau de la réalisation, ils font ce qu'il faut. Ils laissent, eux, ils veulent plus mettre en avant les personnages, les histoires, ce genre de trucs, et les scènes d'action plutôt qu'essayer de faire visuellement quelque chose de très très innovant, quoi. Donc pour toi, c'est-à-dire que l'innovation vient de l'animation en fait? Plus pour moi. L'animation, c'est la vie, les amis. C'est la vie. Brad Bird, on lui a dit sur les Indestructibles 2, plein de réalisateurs de films de super-héros lui ont dit c'est incroyable ce que tu as réussi à faire, mais tu as pu le faire parce que tu faisais un film d'animation. Il a dit non, c'est juste parce que j'ai plus d'imagination que toi. En fait, j'ai trouvé Cédric, j'ai mieux que William Dafoe qui chevauche chez Hippocampe, parce que dans un film je crois qu'il chevauche Charlotte Gainsbourg et c'est pas cool.
Mais est-ce que Charles Gainsbourg n'est pas l'évolution de l'hippocampe naturellement, tu vois? C'est un débat intéressant. Cette discussion est en train de partir dans des cieux beaucoup trop éloignés. Merci Jonathan, tu fais mon travail à ma place. Du coup, hors animation, est-ce qu'on a quand même eu quelques petites pistes sympas pour le blockbuster cette année? Je pense notamment à Mission Impossible, Fallout. Pour beaucoup de personnes, c'est l'un des films de l'année. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah ouais. Qui a répondu ça là? C'est le jingle de l'année déjà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon bah excusez-moi. En termes de films d'action, franchement, c'est. Non, mais en fait, je rigole, je l'ai même pas vu. D'accord. C'est vrai que moi je suis pas le plus gros fan des Missions Impossibles. J'ai des problèmes avec le concept de Cruiseploitation, mais c'est indéniable qu'en termes d'action, au moins il va toujours à fond, il va toujours le plus loin possible dans beaucoup de trucs et que bah c'est délire quoi, on se prend pas la tête quoi. Quand il se bat avec Henry Cavill dans des chiottes à Paris, bon bah voilà, là aussi tu vois, combien de films te donnent ça? Henry Cavill dans des chiottes de parisienne, moi j'en c'est le genre de scène où ils ont des départs prévus de tourner une semaine, où ils finissent par faire plusieurs semaines voire plus d'un mois, parce que bah, justement ils veulent te faire la scène d'action qui va te marquer, la scène qui va frapper les mémoires, un peu à la Jackie Chan comme dans l'ancien temps. Donc c'est vrai que ça fait du bien de voir ça. C'est un film généreux. C'est mieux que Rampage que je vois sur le conducteur. Je sais pas pourquoi il est marqué, parce que c'est une grosse bousasse. Je comprends pas pourquoi il est là. Alors il est sur le conducteur parce que dans nos parce que c'est une grosse bousasse, voilà, c'est tout. Dans nos awards internes qu'on va dévoiler au fur et à mesure de l'émission, donc restez avec nous. Dans nos awards, j'ai eu des gens qui ont voté pour Rampage. Oh mon Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont pas là, Alexis, c'est pour ça qu'ils sont virés en fait. Et j'ai oublié d'introduire effectivement, n'oubliez pas que à la fin de l'émission, il y aura le grand tirage pour notre concours sur vos awards de l'année. Donc n'hésitez pas à aller sur le compte Twitter, si on peut retweeter le lien du concours pour que les gens puissent participer, vous voire gagnez poster l'édition le lien. collector. Il gagne quoi? L'édition collector de Karel. Non, il gagne pas mon Smash Bros, mais il gagne un Super Smash Bros dématérialisé sur Switch. Voilà, donc ça fait plaisir, c'est cadeau de la maison. Du coup, oui, pardon, on continue. Rampage, du coup, est-ce que c'est Lorraine qui a voté pour ce film, c'est ça? Ah non. Bah, qui a voté alors? Dites-le. Allez. Non, pas moi. Ça c'est Grégoire, regardez, ça vient de dire. Regardez-le là. Non. Montrez-le du doigt. Ça chie Aquaman, mais ça accepte The Rock qui fait. Je vous rappelle que j'adore The Rock. The Rock, c'est un grand. Non, je sais qui c'est Damien. Je vous rappelle Damien parce qu'il avait fait la critique. D'accord. Je vous rappelle qu'on a des chroniqueurs qui ne sont pas à Paris. Effectivement, on les embrasse d'ailleurs. Qu'on embrasse très fort, évidemment. On embrasse Damien et Pierre. Et évidemment, bah voilà, on parlait un petit peu de Rampage. Est-ce que finalement les kaiju ne sont pas une voie de renouvellement pour le blockbuster? Bumblebee, apparemment, il est très bien. Faut arrêter, c'est comme Isekai. Dès qu'il y a un truc dans notre monde, c'est un Isekai. Dès qu'il y a un monstre géant, c'est pas un kaiju. Faut arrêter. C'est un singe géant de merde qui a. Voilà, vous l'avez énervé. Voilà, putain, merde. C'est un film nul. J'en ai marre. J'aime bien The Rock. The Rock, c'est un acteur cool et débridé. Mais j'aime pas les singes. Mais c'est pas parce que tu mets un acteur sympa dans n'importe quelle merde que ça rend le film cool en fait. Alors lui il est d'accord, il l'encourage ça. Sur le chat, Jalil nous dit que Rampage est quand même un bon film. Bah, on peut se tromper, hein. C'est pour ça qu'il est pas sur le plateau à parler au micro et qu'il est sur un chat. Voilà. Bon, Jalil. Non. J'attends ton CV, Jalil. J'attends ton CV. Mafuba qui nous dit I Love Dogs. Oui. L'île aux chiens, parce qu'on effectivement parlait d'animation. Glisse sur le terrain des kaiju au Japon, la passerelle est assez grosse, mais bon voilà, l'île aux chiens. C'est mon film préféré de l'année. Il est dans mon top. Oui, c'est bon, t'es d'accord Cédric là ou parce qu'on a je suis pas fan des chiens. Non mais voilà, j'aime pas les animaux. Donc on peut peut-être laisser un peu de place à Seb et Lorraine là-dessus, étant donné qu'on a fait une émission sur la stop motion cette année avec Marc Aguès et notre ami de No Life. Sauvez-moi s'il vous plaît. Barotaku, merci beaucoup. Je suis très fatigué, vous le savez pourquoi. Donc voilà, l'île aux chiens, quand même un sacré film pour la stop motion. C'est un film. Moi j'ai particulièrement apprécié ce dernier Wes Anderson. Après, je veux dire, on savait déjà ce qu'il était capable de faire sur ce fantastique Mr. Fox. Donc on s'attendait déjà à un très bon film. J'ai été quand même agréablement surpris qu'il y ait j'ai oublié le nom du mangaka japonais qui a été Minetaro Mochizuki. Mais voilà, Mochizuki que j'adore, qui a été engagé pour notamment faire les parties un petit peu en 2D. Bon, c'est plein de bon goût, plein de bonnes choses qui ont été abordées dans ce film. Esthétiquement, je trouve ça super qu'il garde l'idée un peu de l'animation légèrement saccadée. Voilà, moi je suis fan et je recommande toujours. Disons que c'est ta grande thèse sur le cinéma de Wes Anderson, c'est que c'est un cinéma qui est trop parfait pour être honnête, et donc faut guetter les imperfections, de ces petites imperfections qui émergent de sens. Question vraiment innocente, parce que c'est
un truc que j'ai entendu, plusieurs mecs qui connaissent un peu le cinéma d'Anderson m'ont dit que justement ces films d'animation, il les réalisait pas complètement lui-même, c'est-à-dire qu'il avait un storyboard vaguement et que c'est surtout l'équipe d'animation qui chargeait, que lui par exemple je crois que c'était sur Mr. Fox, il n'a jamais quasiment été présent sur le tournage, c'était que des conférences Skype et il a un peu laissé ça, le truc à côté quoi. Alors je suis pas forcément le mieux placé pour parler de ça, mais ça m'étonnerait pas parce que de toute façon il y a un directeur de l'animation et un réalisateur qui est engagé pour faire ce genre de film parce que techniquement c'est très compliqué. Oui, de toute façon il écrit son truc, il sait exactement ce qu'il veut. Après, est-ce que lui en lui-même il a des capacités de faire ça? Je pense que c'est mieux qu'il fasse appel à quelqu'un dont c'est vraiment le taf. Ce que je voulais plus dire, c'est par rapport à la direction. Ouais, mais dans le sens que tu sais, tout le monde vante tout le temps les mérites de L'étrange Noël de Monsieur Jack comme un film de Tim Burton, alors que c'est pour moi vraiment un film d'Henry Selick. Alors on a Phenom qui nous dit sur le chat que Camille Moulin-Dupré du Voleur d'Estampes a travaillé dessus. D'accord. Possible. Ouais, très bien. Je suis pas du tout au courant. Mais là où tu as raison je pense de signifier, enfin la paternité de l'œuvre entre guillemets esthétique. Faut savoir qu'un film d'animation, en grande partie, il est réalisé avant même qu'il est produit. Donc de toute façon, la patte de l'artiste, elle est déjà là à l'épreuve du storyboard. S'il a participé au storyboard, on peut pas nier sa patte. Qu'il y ait des choses et des ajouts et finalement des petits changements parce que ça ne marche pas forcément. Parfois ça peut arriver que au storyboard ça marche et à l'épreuve soit c'est trop cher soit ça marche pas. Et bien effectivement il peut y avoir des changements. Mais je considère que c'est tellement dans la cinématographie, dans le calcul du plan, la façon de cadrer les personnages, de les faire interagir les uns entre les autres. Je trouve qu'on retrouve tellement la magie de Wes Anderson que on ne pourrait pas nier pour moi la paternité de ses œuvres. Je sais pas ce que tu en penses. Ah non, je suis totalement d'accord. Parce qu'en même temps, ses storyboards sont extrêmement précis et tout ce qu'il fait est calculé au millimètre. Donc même si c'est pas lui qui va animer les trucs, qui va être là derrière toutes les 5 minutes pour dire je veux ça, c'est quand même lui quoi, c'est vraiment c'est indéniable. Et surtout que ça met du temps quoi. S'il reste derrière après chaque photo. Esthétiquement ça se voit, les chiens c'est vraiment du Wes Anderson aussi, tous les décors clairement. Les poils, etc. Et après c'est comme ça. C'est les poils de Wes Anderson. De toute façon un réel ça doit se faire avec la même équipe. Du temps et nous commençons peut-être à en manquer, donc on va peut-être aborder les awards, les awards de notre belle rédaction aujourd'hui réunie, n'est-ce pas? Tout le monde a voté, nous avons à peu près tous les gens de l'équipe qui ont voté en fonction de certaines catégories, étant donné que certains sont moins spécialistes de jeux vidéo que d'autres, etc. Donc on a pondéré le numéro 1 des top 5, donc le numéro 1 a 3 points, le numéro 2 et le numéro 3 ont 2 points, le numéro 4 et le numéro 5 ont 1 point. Et les films de l'année, nous avons donc Est-ce que je commence par la fin du top 10? Vas-y, la fin. Alors, allez. En numéro 10, nous avons L'île aux chiens. En numéro 9, nous avons Les Indestructibles 2. Oh non. En numéro 8, nous avons Une affaire de famille de Hirokazu Koreeda, dont on parlait la semaine dernière. Au-dessus, nous avons Happiness Road, qui est un film d'animation chinois qui a été projeté à Annecy cette année. Donc je vous laisse trouver qui s'est rendu à Annecy cette année. Comme ça, vous trouverez qui a voté. Voilà, tout simplement. Il est sorti cet été aussi, donc voilà. Phantom Thread en numéro 6 de Paul Thomas Anderson. En numéro 5, Avengers Infinity War avec 7 votes. Au-dessus, Spider-Man Into the Spider-Verse numéro 4. Numéro 3, parce que je suis décalé avec Excel, désolé. Et numéro 2, Free Billboards. Et numéro 1, La forme de l'eau. Alors attention, c'est l'élastique du short à 1 point près. Parce que Lorraine lui a mis un flop et donc lui a mis un -1. Donc en fait il était à 11 et puis il est passé à 10. Peut-être que. Et en fait non. Donc La forme de l'eau à 1 point près. Voilà. Film de l'année. Alors toi, si c'était vraiment la seule à l'avoir détesté ou non, désolé. PJ lève le doigt. PJ lève le doigt. Il a pas trop aimé. C'est la déception quoi, totale. Non mais comme 17, t'as le droit d'avoir tort. Non mais justement, Lorraine, pourquoi ça t'a déplu justement La forme de l'eau? Parce qu'on a été très dithyrambique en plateau là-dessus. Après, moi j'avais quand même vachement d'attentes pour ce film, et surtout que c'était un peu, ça partait de La créature du lac noir, qui est un film que j'aime énormément. Et en fait, l'histoire m'a fait chier. En fait, il y avait beaucoup de qualités dans ce film, mais il y avait aussi énormément de défauts. J'ai trouvé que le costume et le maquillage, c'était une catastrophe. Ah oui? Ah ouais. En fait, j'ai trouvé qu'il était mal éclairé et qu'il était mal mis en fait. Il y a des moments où c'était extrêmement rigide et donc dans les mouvements du personnage, c'était pas cool. Sachant que Doug Jones, qui est quand même cantonné souvent, même tout le temps à des rôles comme ça, de mec recouvert de maquillage, il a une grâce qui est très particulière et là, on la retrouve pas du tout.
Et il y avait même des moments où le maquillage était mal fixé et qu'il prenait l'eau en fait, et ça faisait des boursouflures. Et moi ça m'a dérangé parce que c'est mon métier. On appelle ça des branchies. Non, je te parle pas de ça. Et à côté de ça, j'ai trouvé qu'il y avait rien de vraisemblable et de réaliste en fait. Enfin, je cherche pas une réalité dans un film fantastique, mais juste quelque chose de vraisemblable. Et là, il y avait rien de cohérent, rien de vraisemblable, rien de crédible. Et c'est ce qui m'a manqué pendant tout le film. J'ai rien trouvé de crédible du tout, et c'était. Ça m'a tout gâché quoi. Merci beaucoup Lorraine, c'est vrai qu'on a été suffisamment laudatif, donc je vous invite à retrouver notre émission sur Guillermo del Toro avec Fabien Moreau. Et pas de Ready Player One. C'est ce que je veux dire, il n'y a que moi qui ai voté pour Ready Player One. Et Ready Player One. Vraiment des goûts de chiottes, Cédric. Ready Player One. Non, Ready Player One est numéro 12, à la 10e, avec 4 points. Et qui en numéro 11 alors En numéro 11, pardon, ce qu'il faut du coup décaler, parce que j'ai mal compté. Under the Silver Lake. Ok, ça va. Qui est 10e du coup en fait, parce que j'avais compté. Du coup, je refais le podium de l'année. Gros coup de cœur de cette année. Ah ouais? Ah ouais. C'est vrai qu'on en avait pas parlé, donc peut-être un petit mot dessus. C'est une merveille. Ouais, c'est ouf. Moi je l'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Beaucoup de gens disent que c'est le nouveau Lynch. Ouais, mais beaucoup de gens disent qu'ils ont envie parce qu'ils ont les références qu'ils ont envie d'avoir. C'est ça. Très bien. Tout à fait d'accord. Non, mais globalement, c'est un jeu de piste, une réflexion sur le concept même de pop culture. Ouais. Rien que ça, c'est ouf. Et tout est justifié, rien n'est gratuit, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a plein de fanservice entre guillemets, mais tout est justifié. Donc c'est peut-être le Ready Player One que vous n'avez pas eu. Exactement. Très bien. Et petite anecdote, c'est très vite, c'est Debache, quand ils ont fait l'avant-première, il a expliqué qu'il a parlé avec le réalisateur, il lui a dit à un moment, il y a une séquence où il joue à Super Mario, et il a vu un nom de niveau, il a dit mais ça c'est un nom de niveau de bug. Il me fait ah, vous êtes le premier à le remarquer, oui, c'est fait exprès. Donc même dans n'importe quel petit détail, il y a un petit indice caché. Ah, c'est les Lost Levels ou je sais pas. Dans les trucs de Lost Levels buggés en fait. Donc le podium, La Forme de l'eau en numéro 1, Three Billboards en numéro 2 et en numéro 3, Spider-Man Into the Spider-Verse, voilà, dont on a bien parlé il y a 2 semaines. Donc on va peut-être pas refaire l'émission Spider-Man ici avec toi Jonathan. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.